Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour une autre présentation d'Avalanche Québec. Donc, au menu ce soir, ce sera la thématique sauvetage avalanche. Donc, je m'appelle Julie Leblanc, je travaille à Avalanche Québec comme prévisionniste en avalanche. Je suis aussi instructeur de sécurité en avalanche. Je vais être accompagnée de ma collègue Laurie Dumas, qui est présentement derrière l'écran. Donc, on va se partager cette soirée-là à deux en vous informant sur le sauvetage en avalanche. Donc, juste pour vous dire, dans le fond, nous, les notions qu'on va vous partager ce soir, on a appris ça dans nos cours de sécurité en avalanche, nos cours de recherche et sauvetage en avalanche. On n'a jamais eu la malheureuse chance d'avoir à mettre ça en pratique pour vrai dans un vrai scénario. Donc, ce qu'on vous partage ce soir, c'est vraiment des notions plutôt théoriques, mais j'espère que vous allez quand même réussir à retirer quelque chose de cette soirée-là. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Donc, j'espère que vous voyez bien l'écran qui s'appelle Sauvetage avalanche. Donc, juste pour commencer, je voudrais qu'on fasse la différence entre ce qu'on appelle le sauvetage et le secours. Donc, le sauvetage avalanche, on l'appelle aussi le sauvetage en autonomie ou le sauvetage autonome. En anglais, on dit Companion Rescue, donc le sauvetage par les camarades, versus les secours, qu'on parle souvent de secours organisés ou de secours professionnels. Donc, ce soir, on va vraiment se concentrer sur le sauvetage autonome, donc la partie de gauche. Autonome, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est seul, ça veut dire qu'on est avec notre groupe. Donc, c'est fait par les membres du groupe sur place ou les gens qui sont déjà sur la scène de l'accident. C'est un sauvetage qui est habituellement assez rapide pour l'intervention parce que les gens sont déjà sur place. On n'a pas nécessairement beaucoup de matériel avec soi. Donc, le matériel qu'on a de disponible, c'est le matériel qu'on va avoir dans notre sac à dos ou dans le sac à dos des gens de notre groupe. Donc, on n'a pas beaucoup de choses avec nous. Et les ressources sont limitées. Donc, les ressources au niveau du personnel sont limitées. Des fois, on peut être 2 ou 3. C'est rare qu'on ait un groupe plus que 4 ou 5 sur place. Donc, au niveau des ressources humaines, c'est un peu limité. Si on regarde le secours organisé, dans le fond, qui est le secours professionnel, c'est effectué par les professionnels de secours. Sur l'image, là, on voit les patrouilleurs dans une station de ski. Ça peut être aussi les policiers ou les pompiers, comme c'est le cas ici en Gaspésie. Puis, la durée d'intervention est vraiment variable parce que les gens ne sont pas sur place. Donc, les équipes organisées doivent se déplacer sur le lieu de l'accident. Donc, ça peut prendre quelques minutes si on est à proximité d'une station de ski, mais ça peut prendre jusqu'à quelques heures si on est vraiment loin dans l'arrière-pays. On peut aussi avoir accès à du matériel supplémentaire dans le cas des secours organisés et aussi au niveau du personnel. Donc, on peut faire venir des grandes équipes. Si jamais vous avez une idée de quel genre de ressources on peut avoir avec les secours organisés, je vous invite à mettre les commentaires dans la boîte de commentaires sur Facebook. Donc, on attend quel genre de ressources spécialisées on pourrait s'attendre à avoir avec les secours organisés. Est-ce qu'on a des différents outils de recherche? Est-ce qu'on a différents moyens d'évacuation? Est-ce qu'on a différents dispositifs pour appeler l'aide? Est-ce qu'on a différentes compétences aussi? Donc, je vous invite à écrire ça dans le chat. On va en parler un petit peu plus tard aussi. Là, je vais vous montrer un autre équipement qui est aussi utilisé par les secours organisés. Donc, pourquoi on peut parler de sauvetage autonome? On dit qu'il faut être rapide d'intervention. En fait, c'est parce que dans un accident d'avalanche, les probabilités de survie vont diminuer grandement avec le temps d'ensevelissement. En fait, c'est la courbe orange que vous voyez directement sur l'écran. Donc, les chances de survie vont passer de 100. Et si vous remarquez, en fait, la courbe, elle ne s'aplatit pas jusqu'à 0. Donc, on a déjà entendu des histoires de victimes d'avalanche qui ont survécu plusieurs heures
avant d'être secourues et qu'elles ont survécu à l'accident d'avalanche. Donc, les chances ne sont jamais nulles, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, on garde espoir tout au long du scénario. Donc, si on regarde aussi au niveau du temps, je vais essayer de vous montrer ici un outil, un instant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais bref, ce que je veux vous pointer ici, c'est au niveau des probabilités de survie. Donc, la courbe montre au niveau de 80 % dans les 10 premières minutes. Donc, on dit que les meilleures chances de survie sont dès le début. Et ça, c'est si la victime n'a pas subi de traumatisme. Je vais en parler dans quelques minutes. Ensuite, on voit que la courbe décroît assez rapidement. Et aux alentours de 35 minutes, ici, les chances de survie sont déjà sous la barre des 20 %. Et comme je disais, la courbe s'aplatit jusqu'à la fin et n'atteint jamais vraiment zéro. Donc, on dit que les meilleures chances de survie sont dans les 15 premières minutes d'un secours. Donc, là, l'importance d'être sur place, d'être bien entraîné, d'être compétent avec les membres du groupe. Je voudrais aussi aborder les 3 mots que vous voyez là. Donc, dans le fond, c'est les 3 causes de décès des victimes d'avalanche. La première cause, c'est le trauma, le traumatisme. On sait que quand on skie, surtout au Canada, on va skier en forêt, sous la limite forestière. Il y a beaucoup d'obstacles, des rochers, des arbres. Donc, on peut entrer en collision avec ces obstacles-là. Même les débris d'avalanche aussi, là, ils peuvent carrément nous blesser. Des fois, c'est des gros blocs. Donc, on peut malheureusement décéder d'accidents d'avalanche par traumatisme. Et ici, au Chic-Choc, on a eu 4 décès depuis 20 ans et les 4 victimes ont subi des traumatismes. Donc, si on n'est pas blessé par trauma, lorsqu'on se fait emporter par l'avalanche, ensuite, on a ce qu'on appelle la phase d'asphyxie. Donc, on peut, si on n'est pas blessé par traumatisme, suffoquer à l'asphyxie. Et ça, c'est un petit peu plus tard. Donc, c'est entre les 10 minutes et les 35 premières minutes. Quand on parle d'asphyxie, on parle des voies respiratoires supérieures qui sont obstruées par la neige, donc la bouche, le nez qui sont remplis de neige. On parle aussi de la compression au niveau du thorax par les débris d'avalanche. Donc, c'est difficile de prendre des grandes inspirations. Donc, les victimes vont succomber soit par manque d'oxygène ou par intoxication au CO2. Puis ensuite, la dernière cause de décès des victimes d'avalanche, c'est l'hypothermie. Et ça va prendre un petit moment avant que l'hypothermie s'installe. C'est pour ça qu'on dit que les victimes, après 35 minutes, peuvent succomber d'hypothermie. Et comme je le disais tantôt, les gens qui ont réussi à survivre au-delà de 35 minutes sous la neige, c'est parce qu'elles n'avaient pas les voies respiratoires obstruées. Donc, elles avaient les voies respiratoires libres. Ils ont même repéré une espèce de poche d'air autour de la tête de la victime. Donc, la victime pouvait respirer normalement et c'est ce qui permet à la victime de survivre plusieurs minutes sous la neige. Donc, voilà les meilleures chances de survie. En fait, pour survivre à un accident d'avalanche, la première chose, c'est assez simple, c'est d'essayer d'éviter de se faire ensevelir. Donc, comment on fait pour éviter de se faire ensevelir? Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est de réduire son exposition au risque. Donc, quand on se déplace en montagne, on essaie de choisir des endroits à faible risque, on privilégie les crêtes, on évite les pièges naturels, donc on se distance aussi en montagne, on essaie de prévenir les accidents avec notre comportement. Au niveau du matériel, on pourrait avoir ou favoriser en fait l'utilisation des fixations débrayables, donc des fixations qui se détachent par elles-mêmes. C'est assez fréquent là, chez les skieurs. Je suis moins familière avec l'évolution du matériel au niveau des snowboards, mais si on est capable d'avoir cette option-là, c'est sûr que c'est vraiment un avantage parce que ça nous empêche d'être ancrés là, dans les mouvements de l'avalanche. Puis, l'autre chose aussi, ça serait de porter un sac gonflable. Donc, le sac gonflable, lui, ce qu'il va faire, c'est que ça ne va pas empêcher une avalanche de se produire. Par contre, ça va permettre à la victime de rester à la surface si le sac gonflable est bien déployé au bon moment. Donc, ça évite de se faire ensevelir. Ça, c'est la première chose à faire si on veut essayer de mettre les meilleures chances de son côté pour survivre à une avalanche. Et sinon, la deuxième chose, c'est de se faire secourir rapidement. Donc, on l'a dit tantôt, par les gens sur place, par les membres du groupe, les compagnons qui sont avec nous. Donc, ça sous-entend que tout le monde
a l'équipement de sauvetage approprié. On va le voir dans quelques minutes de quoi on parle quand on parle des équipements de sauvetage. On dit aussi qu'il faut être prêt à agir en tant que groupe. Donc, il faut être compétent, il faut savoir pratiquer, il faut être capable de bien communiquer. Donc, on dit que le matériel, c'est une bonne chose, mais savoir s'en servir, c'est encore mieux. Et il faut aussi être capable d'appeler l'aide extérieure. Donc, être capable de transférer rapidement ce qu'on parlait au tout début, là, au secours organisé, où eux vont nous apporter vers l'hôpital, vers les soins médicaux d'urgence pour pouvoir garantir la survie de la victime d'avalanche. Donc, juste un peu au niveau du matériel, dans le fond, je vais commencer avec les choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on veut laisser dans le placard ou même juste exposer ça dans notre salon. On ne veut pas apporter ça en montagne. C'est vraiment du matériel qui est inapproprié, qui est désuet. Vous voyez ici à gauche, ici, le DVA, les anciens SOS. Donc, un DVA, celui-ci, c'est un DVA qui est analogique. Donc, dans le fond, on a un signal brut, un signal sonore. Il n'y a pas d'indication de distance, il n'y a pas vraiment d'indication de direction. Puis, c'est un DVA qui a probablement une ou deux antennes. Je n'ai pas fouillé dans mes archives pour savoir combien d'antennes, mais en fait, c'est désuet. Donc, si vous avez ça chez vous, mettez ça sur la tablette. Ensuite, les bâtons de ski. Donc, on ne veut pas utiliser ces bâtons de ski comme sonde d'avalanche. En fait, une sonde d'avalanche, ça a son utilité. On va voir tantôt les bonnes caractéristiques d'une sonde et à quoi ça sert. Mais c'est important d'avoir une sonde avec soi pour pouvoir localiser précisément la victime. Puis, la pelle de plastique que vous voyez là, si vous en possédez une, s'il vous plaît, gardez-la pour pelleter votre entrée ou faire d'autres choses, mais apportez-la pas en montagne. Il y a deux caractéristiques sur cette pelle-là, en fait, trois qui sont inappropriées. Donc, la spatule qui est en plastique qui peut facilement casser dans les débris difficiles, les débris durs d'avalanche. Les rebords qui sont ronds, je vais vous expliquer tantôt pourquoi on favorise les rebords carrés. Puis, le manche qui n'est pas télescopique, donc qui est assez court, qui va rendre le pelletage vraiment difficile. Donc, si vous avez ça, s'il vous plaît, laissez tout ça à la maison. Je vais essayer d'enlever ça. Ça sera pas long. À ma tête. Bon, je suis prête avec ce petit truc, désolée. Je vais vous parler du bon matériel qu'on veut avoir avec nous. Donc, on parle de détecteur de victimes d'avalanche, le DVA. On veut que ce soit un DVA à 3 antennes et de modèle numérique. Donc, les 3 antennes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faciliter la localisation rapide de la victime. Laurie va nous en parler tout à l'heure. Puis, le modèle numérique, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est qu'on a un affichage de distance et de direction. Il y a un microprocesseur à l'intérieur du DVA qui va faire une analyse et qui va nous orienter vers la bonne direction et va nous rapprocher de la victime. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut favoriser. Si on peut avoir une fonction de marquage multivictime, c'est ce qu'on va favoriser. Puis, quand on parle d'interférence, je vais vous le dire tantôt, là, mais on veut éviter d'avoir des téléphones à côté des DVA. Donc, on veut les éloigner on dit d'à peu près 25 cm lorsqu'on est en montagne. Le mieux, c'est vraiment de les avoir dans son sac à dos. Si on doit les avoir à proximité, on veut au moins les éloigner de 25 cm. Au niveau de la sonde, on favorise une sonde de 240 cm au minimum avec des graduations qui sont gravées, puis avec un système de verrou qui est assez facile à utiliser, même avec des gants. Puis, au niveau de la pelle, on favorise une pelle avec un grand manche, un rebord en métal, une lame de métal, une spatule de métal et des rebords carrés. Fait que je vais juste vous montrer ça. Qu'est-ce que ça ressemble en vrai? Ça ne sera pas long. Restez avec moi.
Donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes capable de me voir, mais en fait, je vais vous montrer les DVA. Donc, le DVA numérique à 3 antennes qui est ici. Donc, un DVA qu'on dit les DVA modernes. Donc, c'est un des DVA qui est favorisé. Il faut savoir que toutes les DVA sont compatibles ensemble. Donc, que vous utilisiez un DVA Black Diamond ou un DVA Mammoth, ils sont tous compatibles. Donc, ils communiquent sur la même fréquence. Donc, peu importe quel modèle vous avez, on favorise un numérique à 3 antennes. Les antennes, en fait, là, juste pour que vous sachiez, sont dans l'essence de l'appareil. Donc, il y en a une comme ça, il y en a une ici et il y en a une dans l'épaisseur qui est juste ici. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez en louer. Il y a plusieurs endroits où est-ce que vous pouvez faire la location. Et l'idée, c'est vraiment d'être à l'aise avec son DVA. Donc, souvent, les gens nous disent, c'est quoi le meilleur modèle? On veut que ce soit un DVA qui soit facile à utiliser avec des gants, que l'interface soit simple et que vous soyez à l'aise de l'utiliser. Donc, voilà. La fonction marquage, c'est souvent ici avec un bouton avec un fanion. Et on voit aussi la même chose ici sur le modèle Black Diamond. Donc, voilà pour les DVA. Quand on parlait d'interférence tout à l'heure, donc si vous portez votre DVA dans la poche de votre pantalon, soyez certain d'avoir votre téléphone dans l'autre poche ou même dans la poche de votre manteau pour être vraiment certain de garder une distance de 25 cm. Et comme je disais, le mieux, c'est vraiment de garder les appareils électroniques dans le sac à dos. Donc, même en mode avion, les appareils électroniques vont créer de l'interférence et ça va vous nuire grandement lorsque vous allez arriver en mode recherche. Au niveau de la sonde, donc la sonde d'avalanche qui est indispensable, vous allez savoir à quoi ça sert tout à l'heure. Donc, on favorise une sonde d'au moins 240 cm. Celle-ci, elle a des gros chiffres pour pouvoir indiquer la profondeur de la victime ou même sonder l'épaisseur de neige au sol. Donc, ça, c'est très, très pratique. Et si vous regardez ici, le système d'attache, il est assez simple. Donc, il n'y a pas de vis à tourner. Ce n'est pas un câble qui est en coton là, ou en tissu, c'est vraiment un câble métallique. Donc, favorisez, s'il vous plaît, l'utilisation de sondes professionnelles. C'est bon? Et au niveau de la pelle, donc, la pelle d'avalanche, qui est une pelle qu'on transporte en 2 morceaux, évidemment. Donc, on n'attache pas ça à l'extérieur de son sac. C'est fait pour se scinder et se ranger dans son sac à dos. Et ce qu'on parlait tout à l'heure des rebords carrés, c'est ici. Donc, les rebords qui sont francs. Vous allez voir, Laurie va nous expliquer tantôt, c'est qu'avec nos pieds, on va taper sur la pelle pour pouvoir couper des blocs. La neige dans un dépôt d'avalanche, c'est très, très dur. Donc, il va falloir frapper avec nos pieds sur la pelle, d'où l'importance d'une spatule en métal, des rebords très carrés. Puis aussi, les manches sont télescopiques, donc on favorise des manches qui s'étirent assez grandes. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais celle-là est assez grande. Donc, quand je vais pelleter, ce qui est probablement l'étape la plus difficile et la plus longue, au moins, je vais être bien équipée pour pouvoir pelleter. Donc, celle-là, est assez grosse, j'avoue, mais est très, très utile en tout moment, que ce soit lors d'un scénario d'urgence ou même pour pelleter notre motoneige si jamais on se prend. Je vais juste parler aussi des autres équipements qu'on apporte en montagne. Donc, j'ai dit qu'il fallait appeler l'aide assez rapidement. Donc, on apporte souvent 2 dispositifs de communication. Le premier, c'est celui-ci, les radios. Ces radios-là, c'est pour communiquer à l'intérieur du groupe. Donc, ce n'est pas pour appeler l'aide extérieure. C'est pour dire à notre ami, OK, c'est bon, viens-t'en sur la gauche, viens-t'en sur la droite, viens me retrouver plus bas. Donc, c'est pour la communication à l'intérieur du groupe. Je recommande ces modèles-là, ils fonctionnent très bien. Les radios BCH. Vous pouvez utiliser d'autres choses, mais celle-là fonctionne bien. Et après, si on veut appeler l'extérieur, donc on veut appeler l'aide, on veut appeler les secours organisés, ça nous prend un moyen de communication externe. Vous pouvez utiliser plein de choses, dont les dispositifs de communication satellite. Ça ici, c'est un spot. Donc, ça permet, avec l'activation du bouton SOS, d'appeler l'aide extérieure. Donc, ils vont recevoir une position géolocalisée et ensuite, ils vont pouvoir envoyer les équipes de sauvetage local. Donc, ça, c'est un moyen pour appeler l'aide extérieure. Vous pouvez aussi utiliser un téléphone satellite
ou même un téléphone cellulaire, bien qu'ici au Chic Choc, le cellulaire, c'est pas très, très utilisé parce qu'il n'y a pas de couverture cellulaire. Donc, vérifiez s'il y a une couverture ou est-ce que vous vous déplacez dans l'arrière-pays. Mais les balises GPS, les balises de communication satellite, en fait, ils fonctionnent n'importe où, donc vous pouvez aussi les louer. Au niveau du autre matériel, on a dit qu'on pouvait subir beaucoup de traumatismes lorsqu'on se fait prendre dans une avalanche, donc c'est fortement recommandé de porter son casque en tout temps. Les traumatismes au niveau de la tête et du coup constituent plus que la moitié des traumatismes des victimes d'avalanche. Donc, vous pouvez grandement réduire vos blessures en portant un casque. Il y a même des gens qui favorisent le casque à la montée parce que des fois, il y a des avalanches qui peuvent survenir en amont de nous, donc lorsqu'on est en ascension. Libre à vous de voir quand il faut le porter. Ensuite, on a d'autres dispositifs qu'on traîne souvent. Donc, c'est en attendant les secours, on a ici le fameux matelas jaune. Donc, pour isoler la victime du froid, c'est un essentiel en hiver. Donc, c'est, oui, volumineux, mais très peu lourd. Donc, on peut l'attacher sur notre sac à dos. La trousse de premiers soins. Donc, ici, c'est une trousse assez costaude qu'on peut partager, peut-être une trousse pour le groupe. Donc, on peut utiliser ça pour nos premiers soins en attendant les secours ou pour au moins les blessures là, au niveau des blessures vitales. Et ensuite, on a le traîneau d'urgence qui peut être de n'importe quelle grosseur. L'idée, c'est d'avoir des cordelettes aussi pour pouvoir transporter une personne. Donc, c'est constitué d'un matériel assez résistant. On peut mettre la victime dans le traîneau d'urgence et la déplacer à la rencontre des secours organisés. Ici, au Chic Choc, c'est souvent les gens qui vont arriver en motoneige. Donc, la motoneige, elle ne se déplace pas n'importe où sur n'importe quel genre de terrain. Et si on fait déjà un bout à la rencontre de la motoneige, bien, on va gagner beaucoup de temps. Donc, voilà pour le matériel. Je n'élaborerai pas plus là-dessus. C'était juste pour faire un petit topo sur le matériel de secours. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce que je viens d'aborder, vous pouvez aussi les écrire dans la boîte commentaire. Ma collègue Laurie va pouvoir y répondre. Et à la fin de la session, il va y avoir aussi une séance de questions. Donc, je vais poursuivre, si vous voulez bien, sur un sujet un peu, un sujet connexe. On parle encore de sauvetage. Hop, hop. Donc, juste pour vous visualiser un peu là, les matériels que je viens de vous parler. Et voilà, on continue. Donc, ma prochaine question, en fait, c'est d'aborder qu'est-ce qu'on fait si on est une victime dans une avalanche. Donc, je vous pose la question directement. Je vous lance une vidéo, puis j'essaie de recueillir vos commentaires dans quelques instants. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé des solutions, si vous êtes victime d'avalanche. Donc, est-ce qu'on commence à filmer notre histoire? Est-ce qu'on prie de toutes nos forces
Est-ce qu'on essaie de s'agripper à la neige? Est-ce qu'on tente de skier plus vite que l'avalanche? Il y a plein de choses qui peuvent nous passer par la tête. C'est sûr qu'il y a certaines notions que je voudrais vous partager. Alors, voici la suite. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire lorsqu'on se fait prendre dans une avalanche? Bien, tout dépendamment de où est-ce qu'on se positionne par rapport au dépôt. Il y a plusieurs solutions ou plusieurs idées. Ça n'a pas tout été prouvé, mais l'idée, c'est d'essayer de vous orienter vers les meilleures pratiques. La première chose à faire, ce serait de crier avalanche, du moins si on est en haut, si on est au début de l'avalanche. Donc, si la neige vient de se mettre en mouvement, l'objectif, c'est d'avertir les autres personnes à proximité, les autres personnes en dessous de nous sur la pente qu'on vient de déclencher une avalanche. Si on est au début encore, là, donc peut-être au niveau 2 ou 3 dans l'image, on peut tenter de skier sur les côtés. Donc, au début, l'avalanche, ça ne veut pas avoir beaucoup de vitesse. Et là, c'est le moment qu'on est capable de skier plus vite que l'avalanche. C'est le moment qu'on est capable de skier sur le côté, de s'échapper sur les limites latérales et d'essayer de s'évader. Si jamais on se fait prendre et on commence à descendre avec les débris, bien, on essaie de s'agripper à n'importe quoi. S'il y a un arbre, on peut essayer de s'agripper. On peut essayer de s'agripper sur le plan de glissement si c'est possible. L'objectif, c'est d'éviter de se faire emporter dans la masse de débris qui va, elle, accélérer et là, qui va nous brasser un peu comme dans une laveuse là, ou dans un gros rapide de rivière. Lorsqu'on se fait prendre puis on ne peut plus du tout s'évader, on essaie de se débarrasser de ces skis. Donc, les skis qui vont agir comme encre et qui vont nous attirer vers le fond de l'avalanche, on essaie de s'en départir. On préfère, par contre, garder son sac à dos parce que le sac à dos, ça va nous faire une bonne protection pour le dos, pour les traumatismes au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on tente de garder ça si possible. Et si on en a un sac gonflable, un sac d'avalanche, c'est le moment de le déclencher. Donc, on veut avoir une certaine vitesse parce que dans le fond, le principe physique là, du sac gonflable, c'est de faire une ségrégation des particules. Donc, avec notre sac, on veut être plus volumineux. Puis, on a besoin d'une vitesse. On a besoin de la vitesse de l'avalanche pour nous faire, à la limite, remonter à la surface. Donc, si on le déploie trop tôt, ça risque de ne pas fonctionner. Si on le déploie trop tard, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, il faut qu'on ait quand même une certaine vitesse. Je ne l'ai pas testé. Ceci dit, j'ai lu des choses, j'ai demandé à des gens, mais je ne peux pas parler par expérience. Donc, je vous dis ce que la théorie nous suggère de faire. Si on est vraiment pris là-dedans, bien, on essaye, là, on voit le numéro 7, de nager, de se débattre. Ils disent que c'est un peu comme lorsqu'on est en rivière, là, dans un rapide, on voudrait tenter d'avoir les pieds en avant, de faire des mouvements de bras pour essayer de se déplacer et de se débattre pour remonter à la surface de la neige. On voit à 9, lorsque le dépôt commence à ralentir, on veut se créer une poche d'air. Donc, on peut faire ça avec notre bras comme ça ici, si on est capable, pour essayer d'éviter que la neige nous obstrue les voies respiratoires supérieures. C'est bien, on tente de faire ça. Et à la fin, ben, si rien ne bouge, ben, on essaie de garder son calme. Et là, on espère que nos amis, nos compagnons, les gens de notre groupe soient à la surface et puissent venir nous chercher. Donc, c'est un peu la théorie de quoi faire si vous êtes victime d'avalanche. Si vous avez d'autres questions, si vous avez même du vécu, je vous invite à mettre des commentaires dans la boîte commentaires. Comme je vous dis, il y a peut-être des gens qui ont des expériences à partager qui voudraient nous dire ça a super bien fonctionné, ça ne marche vraiment pas. Donc, merci de partager si jamais le cœur vous en dit. On va continuer avec si on est témoin d'une avalanche. Donc, on fait le même exercice, on lance une vidéo. Ouais. Oh, je suis pas pour la traverse là. Je tirais bien à gauche moi. Attention! Merde! Ok. Ouais.
Donc, si on est témoin d'une avalanche, quelle est la première chose à faire? Est-ce qu'on sort le téléphone pour appeler les secours? Est-ce qu'on commence à filmer? Est-ce qu'on se lance directement sur le débris? Donc, il y a plein de choses qui peuvent nous venir en tête. Voilà les bonnes pratiques qui vous sont suggérées ici. Donc, la première chose à faire, c'est de rester en sécurité. S'il faut s'échapper sur le côté, s'il faut skier sur la gauche, sur la droite, s'il faut remonter sur un terrain un peu plus haut, c'est ça qu'on veut faire. Donc, on veut éviter d'avoir plus qu'une victime. On essaie de se mettre en sécurité. Et aussi, si c'est possible, on voudrait garder un visuel sur la victime. Donc, on veut voir, elle va se déplacer où, notre victime? Est-ce qu'elle se fait ensevelir? Est-ce qu'elle s'échappe sur le côté? Donc, j'essaie, si possible, de garder un visuel sur la victime. Ça va nous aider par la suite aux recherches. Ensuite, si elle disparaît complètement sous la neige, on essaie de déterminer c'est où le point de disparition ou le dernier point vu. Et ça aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va orienter les recherches. Donc, si on a un grand dépôt à chercher et qu'on sait que la personne a été ensevelie dans le tiers inférieur du dépôt, bien, on ne va pas commencer à remonter la pente pour chercher plus haut. Donc, ça va orienter vraiment nos recherches. Ce qu'on veut faire un coup que la neige s'est arrêtée, c'est qu'on veut regarder qu'est-ce qui reste en surface. Est-ce qu'on voit un gant, un bâton? Est-ce que la victime a même peut-être sorti sa main de la neige? Dans ce cas-là, on n'aura même pas besoin d'utiliser notre DVA. On va pouvoir aller directement sur la scène, sur le lieu de l'ensevelissement. Donc, on veut regarder quel genre d'indices sont à la surface et où est-ce qu'ils sont situés. Ensuite, on veut analyser la taille du dépôt. Est-ce que c'est un gros dépôt? Est-ce que le reste du groupe est en haut de la pente, en bas de la pente? On est combien de personnes? Il y a combien de gens qui sont sous la neige? Donc, on veut faire une petite analyse de la situation là, avant de se lancer dans la recherche. Puis l'autre chose qu'il faut faire, c'est essayer de déterminer s'il va y avoir un risque d'une autre avalanche. Donc, est-ce qu'il y a un autre groupe sur la pente qui risque de skier et de déclencher une avalanche sur nous pendant qu'on est en train de faire la recherche? Est-ce que c'est des conditions qui sont tellement instables, par exemple dans une tempête qui risque d'avoir une avalanche naturelle sur nous? Donc, on veut se poser ces questions-là parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir le minimum de victimes. S'il y a juste une personne ensevelie, bien, on veut garder ça comme ça. Puis après, bien, si c'est nécessaire, on peut poster ce qu'on appelle un vigie ou un garde ou quelqu'un qui peut surveiller. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui ont l'air de prendre du temps, là, mais on essaie de faire ça assez rondement. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de se mettre en sécurité puis d'orienter les recherches. Donc, si vous avez d'autres commentaires aussi, merci de les partager dans la boîte commentaires. Donc, juste pour terminer là-dessus, avant de passer à la deuxième partie, bien, je vais vous montrer une vidéo que peut-être que vous avez vu, ça fait longtemps que la vidéo tourne. Ça a été tourné il y a quelques années avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Donc, ça date de quelques années, mais le contenu est encore super approprié. Je vous le lance, ça dure quelques minutes, puis ensuite, je vous laisse avec ma collègue Laurie. Mon nom, c'est Julie Leblanc. Je suis prévisionniste et instructeur en avalanche pour Avalanche Québec. Le sauvetage autonome, c'est le sauvetage qui est organisé par les membres du groupe déjà sur place et c'est ça qui va offrir la meilleure chance de survie à la victime d'avalanche. Les équipements de sécurité en avalanche incluent le DVA, la sonde et la pelle. Dans le cas d'un accident d'avalanche, la première chose qu'on veut faire, c'est de désigner un leader qui va organiser et diriger les tâches de la recherche. Ensuite, on veut évaluer la sécurité des lieux. Est-ce que c'est possible qu'il survienne une autre avalanche? On veut déterminer combien de personnes manquent à l'appel. Et s'il y a un témoin sur place, on peut questionner le témoin, à savoir où est-ce qu'on a vu la victime pour la dernière fois.
Ensuite, on va basculer nos DVA en mode search, en mode recherche, pour faire la recherche du signal avec le DVA. Lorsque tous les DVA sont en mode recherche, on veut délimiter la zone de recherche, donc la zone physique sur le terrain. On veut regarder aussi pour les zones d'ensevelissement probable, donc dans les dépressions, près des arbres. Et à cette étape-là, on veut rechercher un signal avec notre DVA. On veut écouter avec nos oreilles pour obtenir un signal et on veut regarder avec nos yeux pour trouver des indices à la surface, tels que des bâtons de ski ou même un gant qui sort de la neige. Lorsque je vais me déplacer dans la zone de recherche, je vais faire des zigzags pour acquérir mon signal avec mon DVA si je suis seule. Lorsque j'ai capté un signal avec mon DVA, je vais regarder sur mon écran et je vais suivre la flèche. Donc la flèche va m'indiquer la direction dans laquelle je dois me déplacer et je vais aussi m'assurer que la distance diminue. Donc je vais me rapprocher de la victime. Lorsque j'ai un signal autour de 10 sur mon écran, je vais retirer mes skis et je vais abaisser mon DVA au niveau du sol pour raffiner la recherche. Donc, je vais chercher le point le plus précis, donc la distance la plus courte entre le sauveteur et la victime. 1.8. Maxime, prépare-toi, c'est vraiment proche. 0.7. Apporte la sonde, s'il te plaît. 0.6. Ça juste ici. La recherche DVA, c'est un peu comme l'analogie de l'atterrissage d'un avion à l'aéroport. Lorsqu'on recherche le signal, on se déplace de façon très rapide et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la victime, on va ralentir, vraiment comme l'avion qui atterrit sur la piste d'atterrissage. Lorsque j'ai trouvé le point le plus près du signal, donc avec l'affichage avec un chiffre très petit, je vais pouvoir sortir ma sonde pour localiser précisément la victime. J'ai besoin de la sonde. Donc, je vais enfoncer la sonde dans la neige avec mes 2 mains et je vais essayer de toucher la victime. Lorsque j'enfonce ma sonde dans la neige, si je ne touche pas la victime au premier coup, je vais déplacer ma sonde en spirale. Donc, à chaque fois que je vais enfoncer ma sonde, ça va être une distance d'environ 25 cm et je vais m'éloigner comme ça du point le plus proche de mon signal afin de trouver la victime en dessous de la neige. Je vais sentir quelque chose d'assez gros et d'assez mou au bout de ma sonde. Et lorsque j'ai touché ma victime, je vais la laisser en place pour ensuite faire l'excavation avec la pelle. Lorsque j'ai localisé précisément la victime avec la sonde, c'est le moment de l'excavation avec la pelle. Donc, c'est le moment le plus physique, c'est le moment où est-ce qu'il faut vraiment tout donner. Je vais débuter l'excavation un peu plus bas de la sonde et je vais creuser un grand V pour atteindre la victime. C'est important de ne pas piétiner la victime, donc d'éviter de marcher directement autour de la sonde. Dans l'étape de l'excavation avec la pelle, c'est important de tenir la pelle comme une pagaie de canot et de pousser la neige vers le bas de la pente. On veut éviter de soulever la neige et de déplacer la neige. On fait seulement la pousser derrière nous, un peu à l'image d'un tapis roulant. Lorsqu'on atteint la victime, la priorité, c'est d'aller dégager ses voies respiratoires. Donc, on veut localiser sa tête et on veut dégager la neige qui se trouve autour de son visage. On veut aussi dégager au niveau de son thorax pour que la personne puisse vraiment respirer. Si jamais il y a de la neige dans sa bouche ou de la neige dans son nez, on peut le dégager nous-mêmes. La priorité, c'est vraiment que la victime puisse respirer le plus rapidement possible. Ensuite, je veux évaluer la condition de ma victime. Je vais vouloir traiter les blessures si nécessaire. Une chose à faire aussi, c'est d'isoler la victime du froid, de l'environnement. Donc, je peux l'asseoir sur un matelas et lui mettre un gros manteau. Et après, je vais voir mes options pour l'évacuation. Est-ce que je suis capable de le faire toute seule ou j'ai besoin d'aide extérieure? À cette étape-ci, c'est vraiment important d'être capable d'entrer en contact avec l'aide extérieure, peu importe le moyen de communication. En résumé, assurez-vous que tous les membres du groupe possèdent leur équipement de sécurité en avalanche, que
que tous savent s'en servir. Et surtout, n'hésitez pas à vous pratiquer car l'efficacité de votre recherche va pouvoir vous faire gagner des secondes importantes. Si vous pensez faire du ski en arrière-pays cet hiver, pensez à suivre une formation spécialisée en avalanche accréditée par Avalanche Québec. Allô, allô, allô! Bonjour, bienvenue. Donc, voilà, c'était la petite pause vidéo pour vous mettre un peu dans l'ambiance hivernale. Donc, moi, je vais poursuivre la présentation avec des façons d'optimiser, en fait, la recherche et le sauvetage. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, ici, vous voyez une slide. Donc, évidemment, pour ceux qui ont suivi des cours d'avalanche ou qui ont été présents lors des présentations des événements, etc., vous êtes peut-être un peu familier avec la carte du sauvetage autonome. Donc, cette carte-là, elle donne vraiment les étapes précises qu'il faut faire dans une situation classique. Donc, évidemment, la situation, là, elle peut être différente à chaque moment. Donc, c'est bien d'avoir la carte pour pouvoir suivre les étapes et vraiment être systématique dans sa recherche. Puis, après ça, ben, comme ça, on ne saute pas des étapes. Si on se ramasse tout de suite avec le DVA, puis on n'a pas évalué la sécurité, on n'a pas fait le compte des effectifs. Après ça, c'est dans ces moments-là où est-ce qu'on peut perdre vraiment des minutes précieuses. Fait que c'est important d'être vraiment systématique et de suivre là, les étapes, surtout si on est en stress, etc. Ben là, c'est là qu'on peut essayer d'aller vite puis de manquer des choses vraiment cruciales. Donc, un des éléments qui peut être vraiment bénéfique dans une recherche, c'est d'établir un leader dans le groupe. Donc, un chef d'orchestre, si vous êtes assez de membres dans le groupe, ça peut être vraiment, vraiment bénéfique. C'est une vue d'ensemble de la situation. Tu sais c'est qui fait quoi. Tu peux voir s'il y a d'autres groupes qui arrivent, les gérer pour éviter que il y ait une désorganisation. Donc, le leader, idéalement, ce n'est pas la personne qui va avoir le DVA dans ses mains, ce n'est pas la personne qui va pelleter, mais c'est une personne qui va être un peu en retrait de la situation, puis qui va pouvoir garder une vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur le terrain. OK, on a 4 victimes, on a 2 qui sont en train de se faire escaver, une qui est sortie, puis l'autre, on ne sait pas encore où. Donc, il va pouvoir prendre des notes, il va pouvoir dessiner aussi une petite scène là, de la situation. Donc, ça peut aider vraiment là, à organiser et à gagner des minutes précieuses là, pour le sauvetage. Évidemment, si on est juste une ou deux personnes qui sont présentes pour faire le sauvetage, ce ne sera pas possible d'avoir quelqu'un qui est totalement en retraite et qui ne pourra pas aider. Mais si on arrive et qu'il y a vraiment beaucoup de monde, là, ça peut vraiment gagner des minutes précieuses. Ensuite, on parle souvent de la sécurité des lieux. Donc, le but de faire la sécurité des lieux, c'est d'éviter qu'il y ait une deuxième avalanche puis qu'il y ait encore plus de victimes. Donc, évidemment, c'est d'évaluer est-ce que ça a été une avalanche qui était naturelle ou qui a été déclenchée par un skieur. Puis, c'est quoi les conditions attendues qu'on a? Est-ce qu'on prévoit que c'est plus dangereux qu'on pensait? Est-ce qu'on s'attend à ça? C'est quoi la possibilité qu'il y ait une suravalanche? Puis, comment qu'on gère ça? Si on pense qu'il y a une suravalanche, mais là, on va peut-être gérer un peu les ressources différemment. On va mettre les personnes à droite de la pente au lieu à gauche. Donc, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser quand on parle de la sécurité des lieux. Ensuite, la récolte d'informations. Ça, c'est vraiment important parce qu'on ne veut pas, à un moment donné, si on pense qu'il y a 6 victimes, finalement qu'il y en a 5, là, on se met à chercher quelqu'un qui n'existe pas parce qu'on n'a pas bien fait la récolte d'informations. Surtout si on arrive sur une scène puis que ce n'est pas un accident à l'intérieur de notre groupe, c'est un autre groupe. Donc, on est en train de faire du ski, il y a un autre groupe qui se promène, puis que là, ils se font prendre dans une avalanche. On ne sait pas exactement combien il y a de personnes, est-ce qu'ils ont des DVA ou pas. Donc, de prendre le temps de récolter cette information-là avec le témoin, ça va être vraiment bénéfique. Fait que de vraiment là, prendre 2 minutes, OK,
qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la scène, c'est quoi la dernière place que j'ai vu la victime, on regarde la zone, puis là, on se fait un plan, puis là, après ça, on met en action notre plan au lieu d'arriver puis tout de suite courir dans le dépôt puis essayer de trouver des victimes si ce n'est pas une bonne pratique. Donc, de vraiment faire une bonne récolte d'informations, c'est là qu'on gagne des minutes puis on va être vraiment plus efficace. De faire l'observation de l'avalanche aussi, quand on voit l'avalanche et qu'on voit les victimes se faire prendre, ça peut vraiment faire gagner des minutes précieuses parce que ben, si tu vois que la victime elle se fait prendre en haut, puis là, elle dévale la pente, on la revoit ressortir ici, ben, on sait qu'elle n'est pas en haut. Fait que ça sert à rien qu'on aille faire nos zigzags pour chercher notre signal ou chercher notre victime. On sait qu'elle est assurément soit à ce niveau-là ou plus bas. Fait qu'on va pouvoir aller directement à cet endroit-là puis commencer notre recherche à partir de là. Donc, faire une bonne observation, puis aussi prendre le temps de regarder le dépôt. Est-ce qu'on voit une botte d'esquive de snow qui sort de la neige? Ben, oui, bon, on va direct sur la personne, puis on ne perd pas de temps. Là. Donc, c'est de faire des bonnes observations, puis de prendre le temps de vraiment évaluer ce qui se passe. Ça va être beaucoup là, pour gagner des minutes essentielles. Donc, le fameux moment où est-ce qu'on contacte l'aide extérieure. Donc, évidemment, le mieux, c'est de les contacter le plus rapidement possible. Quand on fait ça, ben, c'est sûr que si on a un gros groupe, on est 10-15 personnes pour aider puis faire la gestion de la situation, ben, on va pouvoir se permettre de prendre une personne puis lui dire d'aller appeler les secours. Si tu es seul, ben là, c'est pas possible. Si tu es une personne seule, on ne prend pas ce temps-là au début de la situation. On va appeler les secours une fois qu'on va avoir excavé toutes les victimes, une fois qu'on va pouvoir avoir libéré les voies respiratoires puis que tout le monde respire, idéalement, là, on va appeler les secours. Donc, ça dépend vraiment là, de la taille de votre groupe, du nombre de sauveteurs que vous êtes. Qui appelle dans le groupe, idéalement, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer l'endroit où vous êtes. Donc, dépendant des secteurs, c'est pas tout le monde là, qui font la recherche et le sauvetage qui connaissent exactement tous les lieux. Puis si vous n'êtes pas capable de bien décrire l'endroit où vous êtes, puis de dire avec précision, OK, je suis dans tel itinéraire, à telle altitude, sur tel versant, bien là, les secours, ils peuvent arriver un peu plus vite ou un peu moins vite. Là, si vous cherchez autour de la montagne ou dans la forêt ou, je ne sais pas, l'endroit où vous êtes au Québec ou ailleurs, là, ça peut être long. Donc, si vous parlez au téléphone, c'est important de choisir quelqu'un qui est vraiment précis, qui est capable de bien communiquer l'endroit où est-ce qu'il est, puis si vous êtes capable de donner la position GPS de l'endroit où vous êtes. Mais si vous donnez la position GPS, assurez-vous que le type de données que vous allez partager, c'est précis et c'est compatible si vous êtes en NAT27, NAT83, en données UTM, etc. Donc, c'est vraiment important d'être précis pour que tout le monde communique sur le même système de positionnement GPS. C'est sûr que si vous avez un InReach ou un spot, ben là, ça envoie la position en même temps. Fait que ça, c'est super facile. Ils savent exactement où est-ce que vous êtes. Donc, si vous envoyez quelqu'un faire l'appel pour l'aide, ben, assurez-vous que cette personne-là va être loin de la scène, donc elle ne sera pas collée avec la personne qui fait la recherche avec le DVA parce que ça peut faire des interférences. Fait que si tu veux appeler de l'aide, va-t'en un peu plus loin, là, on dit 25 mètres, mais ça peut être plus que 25 mètres pour éviter qu'il y ait quelconque interférence. Ce n'est pas un moment où est-ce qu'on a envie qu'il y ait des signaux fantômes, des choses qui viennent interférer avec le signal du DVA. Donc, voilà. Ensuite, tous les DVA en mode recherche, évidemment, là, il y a tout le monde qui est sur la scène se met en mode recherche. Donc, ça fait en sorte qu'il y a juste les victimes qui vont émettre des ondes. Ça peut être vraiment une gestion, surtout si vous êtes en train de faire la recherche puis qu'il y a un autre groupe qui arrive avec des DVA. Là, ça prend quelqu'un pour vraiment s'occuper de ces gens-là qui arrivent. Ça prend quelqu'un pour gérer ça puis encadrer parce que pour ceux qui ont fait des cours ou qui ont déjà vécu ça, s'il y a des gens qui switchent en mode émission, là, ça devient vraiment la folie puis ça devient impossible de trouver qui
et où, puis on devient un peu perdu, puis là, on se met à faire des rondes dans tous les sens. Ça, c'est le genre de choses qui fait perdre vraiment beaucoup de temps. Fait que c'est vraiment de s'assurer que toutes les DVA sont en mode recherche, puis que ceux qui font le sondage, le pelletage, ben, leur DVA est dans leur poche, puis de s'assurer qu'ils ne vont pas appuyer sur facilement, là, comme ici, sur le DVA. Si on accroche le piton, il retombe en mode mission. Fait que ça, c'est de vraiment là, faire attention à ces choses-là. Ensuite, pour gagner du temps, si vous êtes plusieurs sauveteurs, on peut, comme le diagramme le démontre ici à gauche, on peut s'espacer d'à peu près 20-25 mètres en chaque personne, puis descendre la pente un à côté de l'autre. Donc, si vous faites ça, ça permet là, de gagner du temps parce que vous n'avez pas besoin qu'une personne fasse tous les zigzags. Par contre, ça demande vraiment beaucoup de communication puis quand même des bonnes connaissances pour que tout le monde soit assez au courant de ce qu'on est en train de faire puis pourquoi on utilise cette technique-là. Puis là, ben, si les trois ils descendent toute la pente de l'avalanche, ben là, un des trois va éventuellement capter un signal, puis là, boum, vous allez pouvoir aller directement sur votre victime, ça va être rapide. Une autre chose qu'il faut faire aussi, c'est quand vous faites la recherche du signal, ben, on a tendance à, par réflexe, à regarder le DVA, puis regarder l'écran, puis essayer de voir, OK, j'ai-tu un signal? Mais tu sais, l'écran, quand il n'y a pas de signal, il fait juste dire qu'il n'y a pas de signal. Vous n'avez pas besoin de le regarder. Vous pouvez le mettre à côté de votre oreille. Puis après ça, ben, vous allez entendre un bip quand il va capter un signal. Fait que vous pouvez utiliser vos yeux pour regarder le dépôt, puis voir s'il n'y a pas des indices, puis analyser un peu mieux c'est quoi mes bandes de recherche, mes distances, etc. Fait que vous allez être plus efficace que si vous faites juste regarder votre DVA. Puis aussi, quand on regarde son DVA, ben, c'est plus difficile d'aller vite parce qu'on ne regarde pas où on va, puis on peut s'en faire dans ses pieds, etc. Donc, le DVA à l'oreille quand on fait la recherche du signal. Ensuite, quand on est rendu dans la recherche approximative, donc, on va avoir une espèce d'équilibre à faire entre la vitesse versus la précision qu'on veut aller chercher. Donc, au début, on va aller plus vite. Puis après ça, bien, plus on gagne en précision, plus on ralentit. Donc, au début, là, on est dans les grands chiffres. On a 40, 35, 28 à l'écran. Donc là, on va aller vite. Quand on dit vite, là, c'est pas un skieur en mode ski à fond-léon. Ça, c'est beaucoup trop vite. Là. Fait que, quand on dit vite, c'est je descends en pointe de tape, comme ça. Fait que, on va vite, mais il faut quand même laisser le temps au processeur d'analyser le signal. Là. Puis après ça, ben, quand on a les chiffres, ben là, on va ralentir. Fait que quand on a le chiffre 10 à l'écran, là, c'est un step où est-ce qu'il faut vraiment qu'on ralentisse. On va se mettre à marcher. Puis quand on a le chiffre 3 à l'écran, c'est qu'on est très proche. Là, on va s'accroupir, puis on va aller très doucement parce qu'on veut gagner en précision, puis on veut trouver notre victime le plus vite possible. Donc, ici, pour gagner du temps, on dit que c'est important de garder les skis ou la planche à neige dans les pieds. Quand on est rendu dans un rayon de 3 mètres, donc on est assez proche de la victime, là, on va enlever ses skis parce qu'on ne veut pas faire la recherche fine avec ses skis dans les pieds. C'est embarrassant, puis c'est difficile de circuler puis de bien faire sa croix. Donc, on va enlever les skis quand on est rendu à 3 mètres. Puis, si vous êtes en mode marche, en train de monter, ben, même affaire, là, on garde les skis, mais quand on arrive à 3 mètres, on les enlève. Puis, pour gagner en précision, là, le DVA moderne est particulièrement plus rapide et plus efficace pour trouver des victimes. Donc, il y a un microprocesseur qui analyse tous les signaux pour toi puis qui dit exactement par où aller. Il y a un des nouveaux DVA que sur l'écran, ça te dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. OK, là, fais ta croix, OK, fais ta sonde. Fait que c'est vraiment, là, on gagne en temps là, de façon fulgurante. Donc, les nouveaux DVA numériques avec la fonction de marquage, ça, c'est vraiment plus rapide. Donc, la fonction de marquage, c'est quand on a plusieurs victimes, bien là, on va aller à une victime, on l'a trouvé, on l'a sondé, donc on l'a localisé, puis on va marquer avec le DVA, puis le DVA va nous envoyer à la prochaine victime, puis pendant ce temps-là, les autres sauveteurs peuvent commencer à pelleter puis excaver cette victime-là.
Donc, sur l'image, il y avait encore ses skis avec la sonde puis tout. Donc, il est trop proche, il faut qu'il enlève ses skis. Donc, pour la recherche fine, là, on va très doucement, donc on veut être précis. On ne veut pas non plus perdre un temps énorme à essayer d'être super précis, 1 cm à côté, 1 cm. Des fois, on voit 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. Ça, c'est sors ta sonde, puis vas-y, t'es tellement proche à un moment donné qu'il faut juste y aller. Là. Ça ne sert à rien de faire une croix pendant 5 minutes pour trouver est-ce qu'il est là ou il est là. Avec la sonde, rapidement, tu vas être capable de trouver la victime, de la localiser. Donc, ça, c'est pas nécessaire là, de passer trop de temps là, à gagner des 10 cm. Puis, évidemment, on garde le DVA dans la même orientation pour faire la croix et on va se mettre le plus proche du sol possible afin d'être le plus précis possible. Donc, on va toujours être proche du sol. Puis, le DVA à 3 antennes est évidemment très efficace. Donc, ici, on a un petit diagramme là, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, la recherche fine en croix. Donc, on arrive, on a un minimum à 1.8. Après ça, ça augmente, les chiffres augmentent, boum, on recule à 1.8. On se tasse à gauche, les chiffres augmentent. Fait que là, c'est pas bon. On se tasse à droite, le chiffre diminue. OK, c'est bon. On se tasse encore à droite, il diminue encore plus. On se retasse, il monte. On revient à notre minimum. On check en haut, ça monte, ça descend, ça monte. On check en bas, ça monte, ça descend. OK, parfait. 1, c'est mon minimum. Fait que là, ben, je vais mettre un indice visuel, je vais mettre un gant, quelque chose de temps que je sorte ma sonde. Ou sinon, si j'ai mon ami qui a déjà sa sonde de sortie, je prends sa sonde, puis là, je vais y aller directement pour localiser ma victime. Donc, ouais, on trouve la victime avec une sonde et pas un DVA. Ça veut juste dire, en fait, là, que tant que je n'ai pas touché ma victime avec ma sonde, je sais à peu près où, mais c'est avec la sonde que je vais être capable de savoir précisément elle est où. Parce que là, avec la sonde, je touche à ma victime. Fait que je suis comme, OK, elle est au bout de ma sonde. Fait que ça, c'est vraiment important à garder en tête. Là, la sonde, c'est super important. Donc, pour gagner du temps, quand on fait le sondage, donc évidemment, on sonde à 90 degrés avec l'angle de pente parce que la distance la plus courte entre la surface de la neige puis le DVA, ben, c'est à 90 degrés. Donc, si on regarde ici, si je sonde, mettons, de façon avec la gravité, de façon verticale, ben, ma distance ici est beaucoup plus grande que ma distance à 90 degrés. Fait que si je fais ma recherche fine en croix ici, ben, ma distance la plus courte est à 90 degrés et non verticale. Fait que ça, c'est important. Puis, il faut aussi garder la sonde droite. Fait que des fois, on sonde, puis si on ne bouge pas ses pieds, ben, on va avoir tendance à, au début, sonder comme ça, puis à un moment donné, se mettre à sonder comme ça, puis là, c'est là qu'on vient perdre là, notre victime. Fait que c'est vraiment important là, de toujours sonder droit. Puis pour réussir à faire ça, ben, c'est de se déplacer avec la sonde, puis de réussir à suivre la sonde là, en faisant les rondes. Donc, ici, selon votre façon mentale d'analyser les choses, vous pouvez faire un patron de sondage qui est plus carré. Sinon, vous pouvez faire un patron de sondage qui est plus spiralé. Un ou l'autre, ça ne dérange pas. L'important, c'est de faire ce qui convient mieux avec votre cerveau. Parce qu'ils ont sorti cette façon-là de sonder, parce que les gens qui s'éloignaient du centre, plus que les points étaient écartés. Donc, au début, on sonde à 25 cm, mais maintenant, on s'éloigne, puis on se met à sonder vraiment, vraiment, vraiment plus espacé que 25 cm. Fait que pour éviter ça, ils ont sorti une nouvelle façon de sonder, qui est le sondage plus en carré, donc qui permet d'être vraiment systématique. Puis là, tu vois tes trous, tu peux suivre ton pattern de 25 cm. Puis, on voit ici dans le petit graphique, ben, ils ont mis là, les traces de pas. Fait que si vous voyez les traces de pas, ben, une botte, ben, moi, mes bottes, c'est des 24,5. Fait que, tu sais, je suis à peu près à 25 cm. Fait qu'une longueur de pied, c'est à peu près la distance qu'il faut qu'on ait entre chaque trou de sondage. Fait que ça, c'est un bon indice là, pour se souvenir c'est quoi la distance qu'il faut faire.
Donc, évidemment, un sondage efficace remplace une croix finale trop lente. Gardez ça en tête. Puis, l'excavation, donc le pelletage, c'est la partie la plus longue là, de tout le scénario, là, surtout si la victime est ensevelie très profondément, donc c'est à 2, 3, 4 mètres sous la neige, là, c'est très long parce que pelleter, c'est physique puis c'est dur. Fait que la façon la plus efficace, c'est de faire une espèce de V comme ça. Puis, on va mettre une personne directement à la sonde, puis après ça, on va mettre les personnes à peu près là, 80 cm l'une en arrière de l'autre. Puis, on va escaver la neige vers l'arrière. Fait que chaque personne est responsable de déneiger sa bande de 80 cm, puis de pousser la neige en arrière, puis l'autre personne apprend la neige qu'elle reçoit, puis elle la pousse en arrière, puis boum, boum, tout finit par dérouler par l'arrière. Donc, si on est une bonne quantité de sauveteurs, là, ça va être vraiment efficace et rapide. Puis on voit en haut à droite, là, les deux personnes, c'est la même personne avec rendu en petit bonhomme. Quand tu es rendu proche de ta victime, tu vas te mettre en petit bonhomme puis tu vas excaver doucement autour de la victime pour aller en premier essayer de dégager les voies respiratoires. Donc, une fois qu'on voit la victime, où est-ce qu'elle est la tête, et à droite ou à gauche, on s'en va dans cette direction-là, puis on va dégager les voies respiratoires. Donc, si on est seul, ben, c'est un petit peu plus de travail. C'est pas possible de s'espacer parce qu'on est tout seul. Fait qu'on peut faire la technique des blocs. Donc, on voit le petit bonhomme, là, il est en train de faire une espèce de demi-lune. Avec ta pelle, tu vas creuser une demi-lune, puis après ça, tu vas faire des blocs dans l'autre sens, puis tu vas te tasser, puis là, tu vas sortir tes blocs en arrière. Puis après ça, tu vas te remonter, puis tu vas refaire des demi-lunes avec la tranche de ta pelle. Tu vas sortir les blocs, fait qu'il va falloir que tu fasses un peu les deux positions. Donc, un coup à la sonde, puis là, quand tu vois que la neige, elle sort plus, ben là, tu t'en recules, puis tu ramasses la neige un peu plus loin, puis là, ben, tu retournes à ta sonde, puis tu vas évacuer la neige comme ça, tout seul. Donc, la pelle de plastique n'est pas recommandée. Donc, la pelle de plastique, là, une fois que le godet, là, la section de pelle, casse, ben, on ne peut plus vraiment s'en servir, tandis qu'une pelle en métal, ben, c'est rare que tu vas casser en deux ton métal, puis tu vas peut-être la tordre, mais ça va toujours être utile. Donc, pelle de plastique, c'est désuet, on n'utilise pas ça, on va plutôt opter pour quelque chose en métal avec un manche en D. Après ça, donc, la prise en charge de la victime. Donc, une fois qu'on a sorti la victime de la neige, c'est pas terminé. Donc, il faut dégager les voies respiratoires. Si vous avez vraiment plusieurs victimes à aller gérer puis que vous êtes tout seul, bien là, ça va peut-être être stratégique de laisser la personne un peu dans son trou pour pouvoir l'isoler un peu du froid, surtout s'il fait moins 25. Donc, dans la neige, il fait plus autour de 0, moins 5. Donc, ça peut être stratégique. Après ça, il faut traiter l'état de choc. Puis, si jamais vous avez besoin de faire la RCR, la réanimation cardio-respiratoire, bien, il faut vous mettre sur quelque part que c'est un peu dur. Là. Fait que pensez à ça aussi pour faire une bonne réanimation. Il faut que la personne soit sur une surface dure. Fait que c'est quelque chose qu'il faut penser si on veut être efficace puis réussir. Donc, c'était des petits trucs pour être efficace. Si vous avez envie de participer, on a fait un petit sondage de 10 questions là, sur Kahoot. C'est dans l'événement Facebook. Là, vous allez pouvoir trouver ça dans le fil de discussion. Fait que si vous avez envie de participer, tester vos connaissances, puis peut-être valider si c'est une bonne idée d'aller suivre un cours d'avalanche ou pas. Donc, voilà, ça c'est disponible. Puis aussi, si vous voulez vous éduquer, sur le site d'Avalanche Canada, il y a un super de grand module là, qui s'appelle Avis Savvy. Donc, c'est des cours en ligne là, qui sont gratuits. La traduction française est en cours, donc ça s'en vient. Mais vous pouvez aller voir le bloc numéro 7 là, sur le Companion Rescue, donc c'est les cours de sauvetage autonome. Puis sinon, le 24, on a Manuel Ganswan, qui est un chercheur et professionnel là, dans la recherche et le sauvetage en Suisse. C'est le grand maître de la recherche et sauvetage dans le monde là, qui va nous faire une présentation virtuelle de 2 heures. Donc, pour ceux qui ont des connaissances un peu sur la recherche et sauvetage, qui veulent en apprendre davantage,
veulent pousser un peu plus loin leurs connaissances. Là, Manuel, il parle français en plus, il parle plein de langues, là, mais il parle français, donc ça va être une présentation pour vous si vous voulez participer à ça. C'est le 24 février, donc suivez ça de près. C'est vraiment super cool, là, un événement à ne pas manquer. Donc, voilà, si vous voulez pousser vos connaissances un peu plus sur la recherche et sauvetage. Donc, ouais, c'est ça, Laurie. Je ne sais pas si tu m'entends, mais voilà, il y avait eu plein de commentaires sur Facebook. Donc, juste avant de terminer, je voulais lancer aussi un bonne fête, Laurie! c'est demain. Donc, voilà, on n'a jamais passé ta fête avec autant de gens. Donc, en espérant que demain, ce sera une belle journée. Bonne fête! Merci! Merci tout le monde! Ciao.